à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Focus Web de l'Obs et du CAGI. C'est toujours dans le cadre de notre convention de partenariat avec l'Université des Antilles que la Ville des Abîmes a le plaisir de vous présenter les travaux de chercheurs et de personnalités qualifiées sur les problématiques majeures de notre territoire. Au menu du jour, la question de la gestion publique face aux risques naturels. Les récents événements climatiques, les inondations, nous ont démontré ô combien il est important d'être réactif et de déployer d'énormes capacités d'adaptation pour minimiser les effets de tous les aléas sur notre population, sur notre développement économique et social. Je souhaite remercier notre intervenant du jour, M. Anténor Abazac, un spécialiste de la question, pour sa présence avec nous aujourd'hui. Je remercie vivement également toute l'équipe du CAGI. Je salue la présence de M. Reynaud et de M. Mérillon dans la salle et de tous les étudiants. Le CAGI qui est engagé à nos côtés donc, dans cette démarche d'intelligence collective visant à faire émerger des solutions au bénéfice de notre population. Je ne serai pas plus longue et je passe la parole à mon collaborateur de l'Observatoire territorial, M. Charlie Rousseau, qui va nous détailler les modalités d'interaction et de participation à ce webinaire. Je vous remercie. Merci Lisa. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des étudiants du CAGI qui sont présents parmi nous. Je tiens à remercier la présence de M. Anténor Abazac pour cette présentation magistrale qu'on attend avec impatience. Monsieur Reynaud, directeur du CAGI, merci de votre présence et de cette collaboration fructueuse. Et Monsieur Mérillon, Julien Mérillon parmi nous. Donc c'est un plaisir d'avoir ce groupe d'experts au sein de la Ville des Abîmes. Sans plus tarder, je vous explique un peu les modalités de cette présentation. Alors vous verrez que nous sommes présents sur le Zoom. Sur le Zoom, vous avez les identifiants et les codes secrets pour y accéder. Donc merci pour tous ceux qui sont connectés sur le Zoom et vraiment... Nous espérons que vous allez pouvoir intervenir. Les modalités d'intervention, alors c'est très simple. Vous allez tout simplement intervenir sur le chat. Pas d'intervention micro, donc nous demanderons à l'ensemble des personnes qui sont connectées sur le Zoom de bien vouloir garder leur micro coupé. Et lorsque vous avez des questions, vous les soumettez sur le chat. Et nous avons quelqu'un qui va se charger de nous rapporter ces questions. Les identifiants de connexion sont le 844 36 47 47 87 et le code secret le 76 57 42 pour tous ceux qui souhaitent intervenir dans ce Zoom via le chat, je précise. Ensuite, nous avons l'opportunité de vous présenter un live. Donc vous êtes actuellement en live sur le Canal 10, le Facebook du Canal 10 et vous êtes en Facebook Live également sur la Ville des Abîmes. Donc sans plus tarder, je vais laisser la place à M. Reynaud pour tout simplement introduire nos interventions. Merci Charlie, merci Lisa, Madame la Directrice. Bonjour à tous et nous avons le plaisir de vous proposer ce nouveau webinaire dans le cadre de la collaboration entre le CAGI, Centre d'analyse géopolitique et internationale, et l'Observatoire de la Ville des Abîmes, l'Observatoire territorial de la Ville des Abîmes. Alors, le CAGI, c'est une équipe de recherche, mais qui est le pôle Guadeloupe d'une équipe plus large, qui s'appelle Laboratoire caribéen de sciences sociales, dont l'autre partie est à Martinique. Donc, c'est un laboratoire qui est situé sur les deux pôles de l'université. Et aujourd'hui, notre équipe comprend deux enseignants-chercheurs, donc Julien Mérillon et moi-même. Julien Mérillon, qui est membre du CAGI, bien sûr, mais également président du CORICA. La précision est importante, puisque le CORICA est la principale institution, à mon avis, de coopération régionale aux Antilles, et en Guadeloupe singulièrement, et qui œuvre notamment au moment de crise, de risques naturels. Et il me semble que l'expérience du CORICA sera bienvenue et alimentera le débat tout à l'heure. Alors, avec nous, dans ce webinaire, il y a aussi des étudiants. Des étudiants, pas seulement du CAGI. Je laisserai Julien Mérillon présenter une partie des étudiants qui viennent d'une formation plutôt, je crois, sociale. Et ensuite, je reviendrai sur les étudiants du CAGI et du Master de sciences politiques, étudiants qui seront présentés par une étudiante référente, puisque nous avons deux étudiants référents pour ce Master. Je passerai la parole à Diana Laure tout à l'heure. Donc, Julien Mérillon pour la présentation des étudiants. Merci beaucoup.
Alors, effectivement, cette séance de formation m'intéresse d'un double point de vue, puisque c'est un cours que j'enseigne en Master 1 de sciences politiques et que j'enseigne aussi dans l'Institut de formation sociale, Formaction, dont les étudiants sont aujourd'hui partie prenante de ce projet. Alors c'est vrai que cette question de la gestion des risques est devenue une question extrêmement importante, essentielle, et c'est la raison pour laquelle il nous a paru important d'associer deux approches. Une approche qui serait une approche en termes de politique publique avec les étudiants de sciences politiques, et une deuxième approche qui est une approche en termes de gestion sociale du risque, autrement dit, en amont et en aval du risque, quels sont les dispositifs sociaux qui peuvent être mis en place, comment intervenir. Je dois signaler d'ailleurs que les étudiants ont eu l'occasion de se retrouver sur le terrain après Fiona. Ils ont participé avec les CCAS à un certain nombre d'activités, notamment de recensement. Donc, ils pourront aussi faire des retours d'expérience. Je laisserai à Corinne Mozart le soin de présenter donc ses collègues ici présents. À l'Institut de formation Formaction. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui de 8 autres de mes collègues qui sont Babel Suzanne, Bonine Mallory, Meryl Tatiana, Mervillon Anaïs, Jean-Ly Lancastre. Merci. Donc, nous allons peut-être, Julien, passer aux étudiants de sciences politiques. Donc, il y a deux étudiants référents de ce master. Il y a Jean-Marie Nanquin et Diane-Laure Delbé. Je crois que c'est Diana Laura, excusez-moi. Diana Laura qui va intervenir et présenter les étudiants du master 1 de sciences politiques. Désolé, Diana Laura. Je suis avec Jean-Marie Nanquin. Très bien, merci. Alors, tout le monde a été cité. La gestion publique du risque naturel, le pire est à venir, 3 points de suspension. Alors, ce thème est directement lié, vous l'aurez compris, aux événements récents que nous avons connus dans la région, donc Caraïbes et Amérique du Nord, une tempête devenue ouragan, avec toutes les conséquences de son passage chez nous. Alors, le risque naturel ne se limite pas à sa dimension naturelle, à l'évidence. Je crois qu'il faut aussi accompagner la dimension naturelle d'une réflexion sur l'action de l'homme, sur ces phénomènes. Et pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Christian Antenora-Bazac, qui nous gratifie régulièrement de commentaires sur les ondes, qui ont souvent l'avantage de rendre intelligibles des sujets complexes. Je vais donc rapidement le présenter en allant à l'essentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je sais que Christian a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais rapidement vous le présenter. Je passe sur son âge. Il a pris sa retraite en 2016, ça je l'ai retenu, alors qu'il était directeur technique et directeur adjoint de l'Observatoire volcanique et sismologique de la Guadeloupe, ingénieur CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris. Il a fait de nombreuses missions océanographiques dans le monde, notamment à la suite de catastrophes naturelles. Et il est auteur de nombreuses publications et de contributions sur les risques naturels et leurs implications dans l'aménagement du territoire. Et donc, c'est précisément sur ce thème qu'il aura à nous présenter donc, la question du jour, risques naturels
le pire est à venir. Je passe la parole donc à Christian Ténor pour une quarantaine de minutes. Je dis 40 minutes parce que je sais qu'il prendra 45 minutes. Merci Fred. Alors, je veux juste compléter la présentation. En Semoun, Guadeloupe, je suis né à Pointe-à-Pitre, assainissement. Tout début, 51. Donc ça vous classe tout de suite le bonhomme. Et j'ai ma maison familiale aux Abîmes, Mont-Cawel, cité de Boisjeu, n'est-ce pas? Toujours. Mais voilà. Donc, c'était juste pour compléter. Alors, on va parler de risques naturels majeurs et on va surtout essayer de voir l'impact que ça a sur nos vies sociales, nos vies politiques, nos vies économiques, nos vies de citoyens vivant sur une île, pardon, excusez-moi, qui était en fait éloignée de toute mère patrie, on va dire ça comme ça. Voilà, alors on va commencer par déjà situer la Guadeloupe. La Guadeloupe, vous la voyez tous et toutes là, sur cette image satellite. Elle fait partie des petites Antilles. Seulement la Guadeloupe, c'est la plus grande île des petites Antilles, à part Trinidad, qui n'est pas géologiquement, qui ne fait pas partie géologiquement des petites Antilles. Trinidad, c'est un morceau du continent sud-américain. C'est pour ça qu'il y a du pétrole. Alors que chez nous, il ne peut pas y en avoir. Donc nous sommes des îles volcaniques, d'origine volcanique, depuis Trinidad jusque dans les îles Vierges auprès de Porto Rico. Alors j'ai un pointeur laser, mais malheureusement, il ne marche pas sur les écrans vidéo. Et donc, la Guadeloupe fait partie des petites Antilles, et vous avez à côté les grandes Antilles. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous regardez la taille de la Guadeloupe, qui est la plus grande île des petites Antilles, par rapport aux îles des grandes Antilles. Eh ben, plus on est petit, plus on est en danger. Il faut savoir ça, notamment en matière de risque sismique. Un tremblement de terre dans notre région, Petites Antilles, va affecter simultanément plusieurs îles en même temps. Simultanément, à tel point qu'aucune de ces îles ne va pouvoir se porter secours réciproquement. Impossible. Alors qu'en Haïti, par exemple, si je prends l'exemple d'Haïti, vous voyez, Haïti, Port-au-Prince, la zone en rouge, là, c'est la capitale, c'est là où il y a eu les 250 000 morts le 12 janvier 2010. Mais Haïti, c'est 12 millions d'habitants. Et tout le reste d'Haïti n'a pas été touché. De même que la République dominicaine à côté n'a pas été touchée, c'est aussi 12 millions d'habitants. Et donc, ces gens-là sont capables de se porter secours tout seuls parce qu'ils ont une zone sinistrée et ils ont des zones qui ne sont pas touchées par le sinistre. Alors que nous, en tant que petite île, totalité de la Guadeloupe sera touchée, Pointe-à-Pitre égale à Basse-Terre, également Marie-Galante, également les Saintes, également Bertrand, etc. Et également la Martinique avec. Et donc personne ne va pouvoir se secourir soi-même. Si je reviens sur les Antilles, les grandes Antilles, vous avez Cuba. La Guadeloupe, c'est 1640 km² sans Saint-Martin, Saint-Barth. Haïti, Hispaniola, donc l'île Haïti, République dominicaine, Hispaniola, c'est 76 000 km² et 24 millions d'habitants. Vous avez Cuba, qui est 12 millions d'habitants, et Cuba, c'est 109 000 km². Donc c'est le 5e de la France, 12 millions d'habitants. La zone sismique de Cuba, c'est la zone au sud-est à Guantanamo, Santiago, qui est vis-à-vis d'Haïti. C'est que cette zone-là qui sera touchée en cas de séisme. Mais tout le reste de Cuba va pouvoir porter secours, parce qu'à Cuba, il y a des autoroutes, il y a des trains passagers, et il y a des avions, il y a des aéroports. Donc la Havane, par exemple, qui est au nord-est près de la Floride, nord-ouest près de la Floride, la Havane, c'est quasiment à 1000 km de là. Donc la capitale ne sera pas touchée. Donc vous voyez que le fait d'être petit fait que notre résilience est plus compliquée à obtenir parce qu'on sera touché de manière plus forte. Et puis il y a un autre aspect dont il faut tenir compte, c'est le fait que nous habitions dans la Caraïbe. Alors j'ai oublié de vous dire que la Caraïbe, c'est tout ce qui est dans le rectangle blanc. D'accord ? Donc dans la Caraïbe, vous avez les États-Unis, avec la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique, vous avez l'Amérique centrale, vous avez la Colombie en bas, Colombie côté Caraïbe, et vous avez aussi le Venezuela, et évidemment les îles. Là, c'est la différence avec les Antilles. Les Antilles ne sont que les îles. La Caraïbe, c'est un ensemble de pays et d'îles dans la zone, et les Antilles, ce ne sont que les îles. Il y a des îles Antilles mexicaines, par exemple. Voilà, donc je reviens sur ces Antilles et cette Caraïbe. La Caraïbe, c'est une des régions du globe terrestre qui collationne, qui accumule la totalité des risques naturels majeurs et méchants de la planète. Nous avons les cyclones tropicaux, c'est le terme générique, cyclone tropical, qui sont les phénomènes météorologiques les plus dangereux de la planète, avec les tornades. Tornades aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Chine, mais aussi en Mongolie, dans les grandes plaines de la planète. Nous avons les tremblements de terre,
dans la Caraïbe. Mais nous avons deux types de tremblements de terre dans la Caraïbe, notamment la zone des Grandes Antilles qui font des tremblements de terre dits de cisaillement, et la zone des Petites Antilles, on a des tremblements de terre dits de subduction. Alors, tout de suite pour vous rassurer, il vaut mieux aller habiter, nous Guadeloupéens, Martiniquais, petits Antillais, on va dire Petites Antilles, donc habitants des Petites Antilles, il vaut mieux aller habiter dans les Grandes Antilles, il vaut mieux habiter en Haïti pour les tremblements de terre, parce que les tremblements de terre en Haïti seront jamais aussi méchants que ceux qu'on a dans les Petites Antilles. Et ça, il faut le savoir. Nous avons les tremblements de terre de subduction, les magnitudes, c'est à partir de la magnitude 8, la magnitude possible maximale. À partir de 8, évidemment, on va au maximum qui est 9,5 sur la planète, alors qu'en Haïti et dans les Grandes Antilles, les tremblements de terre dits de cisaillement ne seront jamais plus forts que magnitude 7,5. Entre 7 et 8, il y a un rapport de 32. Entre 7 et 9, il y a un rapport de 1000, et ainsi de suite. Donc vous voyez que la situation de la Guadeloupe, on s'imagine que c'est l'inverse, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes potentiellement en situation beaucoup plus dangereuse du point de vue sismique que dans les Grandes Antilles. Voilà, ça il faut le savoir. Donc quand on a fait tout ça, on a vu que on a un passé, on a une histoire passée, et puis on a échappé à un certain nombre d'événements. On ne s'est pas rendu compte de ça, de la catastrophe à côté de laquelle on a pu passer, mais plusieurs événements comme la Soufrière en 76, ça a commencé le 8 juillet 76, on ne sait pas pourquoi ça a commencé, mais on ne sait surtout pas pourquoi ça s'est arrêté le 1er mars jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? On n'a pas de preuves scientifiques pour dire que la Soufrière s'est arrêtée le 1er mars 77 et que depuis c'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, officiellement. Donc vous voyez, les histoires de l'époque, ça reste du folklore. Voilà, on a donc les événements de 76, la Soufrière, ça c'est la deuxième chute du Carbet, le 8 juillet où il y a eu un lard qui a dévalé depuis le volcan jusqu'à la mer. Et si ça s'est passé à 9h du matin, et si ça s'était passé à 11h du matin, c'est au juillet, donc vacances scolaires, les gamins du coin, routiers, photographes, cacao, ils seraient en train de se baigner là. Et on se retrouvait au large de Marie-Galante en train de flotter, ça c'est évident. Donc on est passé à côté de problèmes sérieux en 76. Hugo 89, c'est pareil. Hugo 1989, ouragan de 4 classes dans la nuit du 16 au 17 septembre, donc samedi à dimanche, alors que Fiona c'était vendredi à samedi. On a eu une chance avec Hugo, qui reste un des cyclones référence de la Guadeloupe, avec celui de 1928, parce que Hugo a eu la bonté de nous faire cette trajectoire. Vous voyez la Grande Terre en filigrane, là. Vous voyez la trajectoire de Hugo qui passe sur la pointe des Châteaux et qui se termine entre Abîme, Mornalo et qui passe au nord de Sainte-Rose-de-Lamentin. Et on a eu que 5 morts directs pendant l'événement. Alors que vous avez une chose qu'on sait, que mes grands-parents m'avaient raconté dans les années 56, parce que j'ai commencé à faire du cyclone depuis 1956, cette histoire de secteur dangereux et secteur moins dangereux dans un cyclone. Vous avez le centre du cyclone qui est le centre des cercles là, concentriques, et vous avez le déplacement du cyclone qui est la flèche bleue. Et vous avez donc les vents qui tournent avec les flèches en rotation tout autour des cercles. Et vous avez donc dans la partie nord de la trajectoire représentée par la flèche bleue, vous avez l'addition des vitesses de vent des petites flèches noires dans le nord de la trajectoire avec la flèche bleue du déplacement, alors que dans le sud c'est la soustraction. Et ce qui fait que ça vous change les conditions de vie du cyclone pour quelqu'un qui est placé selon cette position. Alors je vous explique ça plus clairement. Vous avez ici un exemple de cyclone. Alors ces exemples-là, ceci et cela, c'est pris dans le bouquin qui est là, éclatant, sur la table. Donc vous avez ici un exemple de cyclone. On a dit, alors vous avez l'œil au centre, avec des vents qui tournent autour de l'œil à 135 km à l'heure. Vous avez un déplacement du cyclone, la flèche jaune, à 25 km à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au nord de la trajectoire, qui est la ligne bleue, vous avez une addition des vents de rotation et des vents de déplacement, et vous avez 160 km/h. Donc avec la nomenclature connue que je vais vous montrer tout à l'heure, vous avez au centre du cyclone un ouragan de classe 1, 135 km/h, mais au nord vous avez 160 km/h de vent, soutenu moyen pendant une minute, vous avez un ouragan de classe 2, au même instant. D'accord ? Et au sud, bien entendu, c'est la soustraction des vents. Et au sud, vous avez un phénomène tempête tropicale, parce que l'ouragan commence à la vitesse des vents de 118-120 km/h. Donc au sud, vous avez un phénomène tempête tropicale forte, mais tempête tropicale tout de suite. Donc vous voyez que quand on est dans le nord d'une trajectoire, on est en situation plus délicate que lorsqu'on est dans le sud. Ça, il faut le savoir. Et ça, on ne l'explique jamais aux populations. Et donc, vous avez le cyclone Hugo qui nous a fait ça avec son cadran dangereux, son demi-cercle dangereux au nord qui a massacré le nord Grande Terre, c'est bien connu, c'est reconnu dans l'histoire. Et puis vous avez, heureusement qu'Hugo ne nous a pas fait cette trajectoire-là, c'est-à-dire au nord de Marie-Galante, entre Marie-Galante et la Grande Terre, le cyclone de 1928, 12 septembre 1928, est passé donc sur le petit cul-de-sac marin et est entré par Petit Bout et ressorti par des
Et il a mis tout le nord de la Grande Terre, tout le nord de la côte sud de la Grande Terre dans son cadran dangereux. Et ça fait en 1928 1500 morts à Pointe-à-Pitre, uniquement à cause de la marée de tempête. Et en 1928, on n'avait pas de marina, on n'avait pas de bas du fort. Bas du fort, quand je suis né, c'était de la campagne, etc. Et on n'avait pas tous ces gens qui habitaient sur le littoral actuellement. Donc vous voyez qu'avec Hugo, on a échappé, si Hugo avait eu cette trajectoire-là, on a échappé belle à une catastrophe. Et Fiona a failli faire pareil. Et Maria, s'il n'avait pas tourné à temps sur la Dominique, entre guillemets, il aurait fait pareil. Donc c'est une question de trajectoire, c'est pas une question de réchauffement climatique, c'est pas une question d'autre chose, c'est juste une question de savoir que techniquement, physiquement, scientifiquement, c'est possible. Ça s'est déjà produit, ça va se reproduire. Donc attention à la suite. Donc les gens qui sont à Bergevin, Loricis, Carénage, pour Pointe-à-Pitre, et les gens qui sont à Sainte-Anne, les gens qui sont à Gosier, Bas-du-Fort, etc., attention. Saint-François aussi, Pointe-des-Châteaux, et le bord de mer de Petit-Bourg également. Voilà. Donc voilà, vous voyez le cadran nord, le cadran dangereux, quand il passe sur la zone sud de la Grande Terre, il ravage le sud de la Grande Terre. Et c'est là qu'il y a la population la plus dense maintenant. Voilà, donc ça nous attend. C'est ce qui nous attend. Et puis donc les Saintes en 2004, tremblement de terre des Saintes le 21 novembre 2004, à 6h du matin, 7h41 du matin, dimanche, ce tremblement de terre des Saintes, et heureusement qu'il y a eu lieu aux Saintes. Heureusement qu'il a eu lieu dans le sud des Saintes. Vous voyez les Saintes au nord, la Dominique au sud, et il a eu lieu sur cette faille dite de Roseau. Il a eu lieu là où il se trouve l'étoile rouge, ici. Et donc 20 km au sud des Saintes, 20 km au nord de la Dominique, les dégâts majeurs, magnitude 6,5, 6,3, pardon. Les dégâts majeurs ont été aux Saintes, ont été au nord Dominique. Mais ça s'est produit avec une réplique le 14 février 2005, presque 6 mois après, le jour de la Saint-Valentin. À 14h de l'après-midi, c'est ça, 14h locales, des magnitudes qui sont très fortes et qui ont fait des dégâts. Et qui ont même fait, pour le séisme de 2004, qui ont même fait des victimes de morts à Trois-Rivières. Ces séismes-là, si c'était produit sous Pointe-à-Pitre, le même séisme, sous Pointe-à-Pitre, comme celui de 1897, où il y a eu 5 morts seulement pour magnitude 5,5, on aurait eu des conditions différentes, parce que les Saintes, c'est pas peuplé, c'est pas habité, c'est pas construit comme Pointe-à-Pitre. Et ce séisme-là, il aurait pu nous faire des centaines de morts le 21 novembre 2004 si c'était produit à cet endroit-là. Donc vous voyez des situations que l'on a échappé, on n'a pas fait attention, mais jusqu'à présent on a de la chance, pourvu que ça dure. Voilà, sans être trop pessimiste, mais il faut s'attendre un jour à ça. Et ce ne sera pas un problème de réchauffement climatique, comme on a souvent tendance à toucher, à mettre ça sur le dos de la nature, comme c'est le cas pour Fiona, par exemple. Et puis vous avez les problèmes, évidemment, industriels, les problèmes liés aux hommes, en plus de tout ça, puisqu'on a une zone à Jarry qui est autour de la région pointoise et qui produit de l'électricité, qui produit des hydrocarbures, du carburant, des céréales, le pain, la farine et des activités économiques majeures. Et toute cette zone-là est sensible à tous ces problèmes-là, avec le tsunami notamment. D'accord ? Sauf aux problèmes volcaniques. Donc, vous voyez qu'on a une situation difficile, tout est concentré là, et le jour où ça va casser, on aura des problèmes aussi économiques et sociaux liés à l'approvisionnement du pays. Voilà. Alors, on va aller voir les failles rapides de Guadeloupe pour les tremblements de terre. Il y a des failles partout. Donc les Saintes, c'est la faille en vert en bas, là. Mais il y en a partout. Vous voyez qu'il y a des failles sous Pointe-à-Pitre, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Il y a des failles à Mornalo, il y a des failles à Anse-Bertrand, il y a des failles à Pointe-Noire, il y a des failles un peu partout, à Marie-Galante, à Désirade, etc. Donc c'est notre pays. C'est comme ça qu'on est né dessus, et puis il faut l'apprécier, quelque part. Et ces failles, on les retrouve en mer, mais bon, je ne vous les montre pas actuellement. Vous avez une chose qu'il faut savoir aussi en Guadeloupe, c'est qu'il n'y a pas de tremblement de terre dans la mer des Antilles, sous la mer des Antilles. Vous avez dans l'image en haut à gauche, les Antilles, depuis Guadeloupe, vous voyez la Sainte-Lucie, Martinique, Dominique, la Guadeloupe, etc., les îles du Nord tout en haut. Et tous les points de couleur sont des tremblements de terre, enregistrés par les appareils. Et quand vous avez une étoile, c'est que les tremblements de terre étaient ressentis par des populations. Vous voyez qu'il y a les tremblements de terre se situent entre l'arc des îles et l'Est, l'océan Atlantique. Et c'est la zone de subduction qui se trouve à l'Est. Il n'y a pas de tremblement de terre côté Caraïbes. Ça veut dire que les gens qui habitent la côte sous le vent, Baïf, Dé, sont plus loin des zones sismiques qui risquent de casser en Guadeloupe. Et donc sont plus à l'abri que les gens de Pointe-à-Pitre, de Capesterre-Belle-Eau, de Lamentin ou de Saint-François. Donc ces gens-là, eux, ils sont tous au cours à l'Est, puis on est à l'Est, puis on est en danger. Et ça se voit ça c'est sur un an, tremblement de terre, vous avez 10 ans de tremblement de terre là. Vous voyez ? Donc vous voyez très nettement que les tremblements de terre, ils sont vraiment à l'Est. Donc la Grande Terre est exposée aux tremblements de terre beaucoup plus que ce qu'on appelle aujourd'hui la Basse Terre, mais surtout dans la Basse Terre,
En fait, je préfère dire la Guadeloupe proprement dite, parce que pour moi, à l'époque, la Basse-Terre actuelle s'appelait avant la Guadeloupe. Et ce qu'on appelle la Basse-Terre, c'est la côte sous le vent. Donc la côte sous le vent, la Basse-Terre, est moins exposée que la Cap-Est-Terre, qui est la côte au vent. Et que la Grande Terre, évidemment, qui est à l'Est. Je pense que c'est assez clair comme ça. Voilà, donc avec des schémas et des enregistrements de l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe, on peut prouver un certain nombre de choses, on constate un certain nombre de choses. Alors, le séisme, tremblement de terre, on a eu une catastrophe le 8 février 1843, à 10h40 du matin, entre Antigua et la Grande Terre. Vous voyez les cercles concentriques entre Antigua et la Grande Terre. Les parties grises sont les parties les plus touchées, avec des morts. Et Pointe-à-Pitre, et la Grande Terre, c'est 3000 morts par l'incendie de Pointe-à-Pitre en 1843. Pointe-à-Pitre était construite en bois, essentiellement, et en maçonnerie. Et vous voyez qu'il y a eu des dégâts depuis les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, jusqu'en Martinique. Donc un tremblement de terre majeur, c'est le séisme majeur des Petites Antilles. Le seul qui se soit produit depuis l'arrivée de Christophe Colomb dans les Petites Antilles, ça fait 5 siècles, 1493. Il n'y en a pas eu deux. Et le deuxième, comme ça ne prévient pas, le deuxième, il va se produire dans un quart de seconde, là, pendant qu'on parle. Parce que ça ne prévient pas. Et donc, vous voyez, des tremblements de terre comme ça, ils sont là, ils sont latents, et ils font des dégâts sur plusieurs îles simultanément. Parce que comme on est tout petit, on s'est touché de manière assez globale, nous tous. Voilà. Donc, quand le prochain 1843, mystère et boule de gomme, on ne sait pas, ça peut être dans un quart de seconde, pendant qu'on parle. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc il faut toujours être prêt pour cela. Alors, les tsunamis, c'est pareil. On s'imagine que des tsunamis, c'est ce qu'on voit à la télé, mais c'est pas vrai. Un tsunami, c'est une élévation exceptionnelle du niveau de la mer sous l'effet de phénomènes géologiques. Un tsunami peut faire 5 mm de hauteur. Évidemment, on ne le voit pas avec ses yeux, mais les appareils les enregistrent. Et vous avez la liste des tsunamis depuis 1755, qui n'est pas marqué là, mais 1667 jusqu'à 2006. Le dernier tsunami en Guadeloupe, c'est le 20 mai 2006. Dernier tsunami notable, parce qu'il y a des tsunamis tous les 15 jours sur la planète. Un tsunami, ça ne tue pas, de manière générale. Ce qui tue, ce que vous avez vu à la radio et à la télé, en cinéma, c'est les très gros tsunamis qui se produisent de 3 à 5 fois par siècle sur des très gros tremblements de terre, magnitude de 8 et au-delà. Mais d'autres tremblements de terre plus faibles font des tsunamis, et vous avez la liste des tsunamis qui ont touché la Guadeloupe et les Petites Antilles en général. Et le dernier en date en Guadeloupe, c'est le samedi matin, 8 mai, à 8h du matin, 20 mai, 2006, suite à une éruption à Montserrat. Et vous voyez que ce n'est pas anormal, et ça ne tue pas. Il y a eu ce qu'on appelle des run-up. Ce ne sont pas des vagues de 2 mètres, mais des run-up de 2 mètres. Compliqué à expliquer comme ça rapidement. C'est pas une vague de 2 mètres, l'eau de mer est arrivée, a fini par mourir sur une altitude de 2 mètres sur le sol. Donc ça vous mouille le bout des orteils, mais ça tue pas. Mais ça s'appelle un tsunami quand même, et ça a cassé beaucoup de matériel de pêche pour les gens, notamment les pêcheurs de dés et de la côte sous le vent. Enfin, bon. Voilà, donc il y en a des tsunamis, donc il faut faire attention à ce qu'on dit et en penser à ça. Alors qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle ? Une catastrophe naturelle, c'est l'activité naturelle de la planète. La planète, elle fonctionne comme ça. Depuis 4,6 milliards d'années qu'elle existe, elle n'arrête pas de fonctionner comme ça et elle va continuer de fonctionner comme ça. Ça n'a rien à voir avec la présence humaine, ni avec l'activité humaine. Donc, c'est une catastrophe au sens de l'homme, parce que les mille-pattes ou les moustiques ou les souris, on s'en fiche. Elles s'en fichent des catastrophes. Ils ne sont pas concernés, c'est pas la même chose. Et donc, c'est une catastrophe au sens humain du terme, et c'est les humains qui sont touchés. Donc, c'est aux humains de s'adapter à la nature. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, alors, nuance entre ce qu'on appelle le risque et l'aléa. Vous avez une formule mathématique là, qui est là, vous avez l'aléa qui va être multiplié. Alors c'est le signe multiplié, mais en mathématiques on appelle ça une convolution. Convolution avec l'enjeu. L'enjeu, c'est le fait d'avoir des richesses, le fait d'avoir des individus qui habitent un endroit, qui créent des richesses, qui fonctionnent, qui vivent, et multiplié aussi par la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le fait de ne rien faire parce qu'on a un danger, qui est l'aléa, qui nous menace. Vous ne faites rien. Vous vivez comme un petit oiseau sur la branche et vous vivez dans un coin. Eh bien, la multiplication de tout ça, l'aléa par l'enjeu, par la vulnérabilité, vous donne le risque. Et vous regardez la petite analogie que j'ai faite par rapport au Japon. Le Japon, vous avez un aléa sismique, par exemple, qui est très fort. Vous avez des enjeux très puissants, très forts, parce qu'il y a beaucoup d'économies, il y a beaucoup de richesses au Japon. Mais vous avez une vulnérabilité faible, parce qu'ils font de la prévention, et ils s'entraînent, et ils vivent en fonction de ça. Et résultat, le risque est moyen. Et nous, en Guadeloupe, on a un aléa moyen au niveau sismique. On est en situation identique à celle du Japon, mais avec une fréquence moindre que celle du Japon ou de l'Indonésie. On a un aléa fort, un enjeu fort
parce qu'on est aussi très riche, on a beaucoup de richesses en nous et dans notre économie, mais on a une vulnérabilité forte parce qu'on ne fait rien en prévention. On ne fait rien, presque rien. Et donc le risque reste élevé. Vous voyez la formation de cette formule et à quoi ce que ça peut vouloir dire. Voilà, alors maintenant on va parler volcan. Et je vais vous parler de l'histoire rapide de la Soufrière 75. Depuis 75, vous avez ici en bas le graphe des événements. C'est un document de l'Observatoire volcanologique auquel j'ai appartenu pendant 40 ans. Vous avez un événement qui commence depuis janvier 95, des graphes, 1975, pardon. Les petits traits, c'est les mois. Les paliers sur la courbe, c'est des tranches de 10 jours. Et vous avez donc pour chaque mois 3 paliers sur la courbe qui montent. Et vous voyez qu'à partir de juillet 75, il y a un pic à la Soufrière. Alors j'ai oublié de vous montrer l'échelle des ordonnées. L'échelle des ordonnées, c'est une échelle logarithmique. Elle commence à 1, elle continue à 10. Après 10 puissance 2, c'est 100. Ensuite 1000 et 10 000. Vous voyez que c'est une échelle qui a une croissance logarithmique. C'est comme ça qu'on dit. Et donc vous avez à la fois les événements en nombre faible et vous avez à la fois les événements en nombre élevé, important. Et vous avez en juillet 75, vous voyez un pic qui doit 20 séismes par 10 jours. En novembre 75, 200 séismes par 10 jours, etc. Et vous avez la croissance de l'activité sismique du volcan de la Soufrière avec un maximum le 24 août, avec 1200 quelques séismes en 24 heures, et après une décroissance à partir de là jusqu'en 77 et jusqu'en 78. Alors je vous remonte ça avec les événements tels qu'ils sont notés. Avant ça, je voulais vous dire quand même que, qu'en moyenne, on avait 150 tremblements de terre du volcan par année, en moyenne, sous forme d'essais en général, comme aujourd'hui, on a toujours des essais de 200-300 tremblements de terre en 24 heures, aujourd'hui, mais à l'époque, les appareils étaient moins sensibles, donc on les comptait de manière différente, et donc on avait des essais, mais 150 en moyenne par an, et là, vous avez 200 pour le mois de novembre en 10 jours. Alors, je résume ça. Les faits importants de la crise de la Soufrière. Vous avez en 75, le juillet 75, la première flèche rouge, 20 séismes par 10 jours, début de la crise. Il y a des tremblements de terre. Personne ne sent rien. Mais c'est des tremblements de terre du volcan enregistrés par les appareils. En novembre 75, deuxième flèche rouge, 200 tremblements de terre par 10 jours, alors qu'en moyenne on en avait 150 par an. Forcément, il se passe quelque chose. Donc on prévient les autorités, on prévient l'Institut de physique du globe de Paris, on prévient la préfecture. Et puis, la première éruption a lieu le 8 juillet 76. Vous avez la troisième flèche rouge. Et une évacuation en orange, là, les pavés orange, là, les rectangles orange. Une évacuation spontanée de 30 000 personnes qui partent sans ordre d'évacuation. Et après, le 15 août 76, vous avez l'évacuation officielle parce que le système continue de montrer de l'énergie et on craint la catastrophe. Donc, évacuation officielle, le grand pavé orange, là, beige, qui va du 15 août 76 au 1er décembre 76. Durée totale de l'évacuation officielle. Et puis après, le 29 janvier 76, c'est la quatrième flèche rouge, la énième éruption. Cette éruption-là, je l'ai vécue personnellement. 29 janvier 76, elle est marquée là. C'est mon anniversaire et je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis le 1er mars 77, c'est la fin des éruptions. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est arrêté le 1er mars 77 et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Il faut bien comprendre ça. Hein. Et fin de la crise sismique, donc les tremblements de terre ont continué de se produire en décroissant. Vous avez eu la fin de la crise sismique, on a estimé à juin 78. Voilà l'histoire 76, rapidement. Alors, très rapidement, l'histoire de Taziev. Tout ça pour gérer la sécurité civile. Hein. Je vous montre ça, ce qui s'est passé. En mars 76, donc avant qu'il y ait des éruptions là, ici dans cette zone avec la deuxième flèche et la troisième flèche rouge, vous avez mis au point les administrations, mis au point les plans secs, etc. Donc Taziev, il est en Guadeloupe le 30 mars, il fait le point. Alors tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'il dit. Hein. Et c'est des écrits qu'on a, hein. C'est des choses tout à fait officielles. Hein. Il demande cependant les renforcements des moyens humains du laboratoire. Avant 76 et en 76, il y avait 4 personnes, Michel Feuillard et 3 collègues. Michel est actuellement décédé et les 3 autres collègues sont toujours vivants. Et Taziev dit notamment il est inutile d'entretenir des observatoires sur des volcans assoupis comme la Soufrière ou la montagne Pelée. Il faut au contraire mettre tous les moyens dans des études pluridisciplinaires menées par des volcanologues authentiques et expérimentés sur des volcans en activité subpermanente, c'est-à-dire les volcans, on va dire, effusifs comme la Réunion et tout ça qui sont en activité souvent. Et puis juste au-dessus, à propos du laboratoire de Guadeloupe, il faut dire que les bâtiments sont insuffisants. C'était une villa à Saint-Claude, à Parnasse, que l'équipement instrumental se réduit à un réseau de sismographes et que l'équipement cérébral
serait due à un ex-physicien de l'IPG, c'est-à-dire Michel Feuillard, entouré de 2 ou 3 techniciens, mais intellectuellement tout à fait isolés. Ça, c'est des déclarations de Tazieff avant le paroxysme, etc. Donc je passe au 13 juillet. Bon, il revient en Tazieff, là, avec des collègues que je connais, certains qui sont des amis toujours. Et il n'aurait pas fallu fuir. Le 13 juillet, c'est après le 8, après la première évacuation spontanée. Il n'aurait pas fallu fuir. La Feuillard va être mise en observation sérieusement. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas forcément sérieux. L'ensemble des observations conclut que le volcan de par sa nature ne présente aucun risque d'évoluer vers une nuée ardente. Ça, c'est donc l'article de France Antilles, c'est Tazieff qui déclare ça. Et puis, etc. Il s'appuie sur des études géologiques de Denis Westerkamp, qui est un collègue malheureusement décédé, qui avance que les éruptions de type Péléen, la nuée ardente, sont extrêmement peu probables à la Soufrière. C'est complètement faux. Bref, Tazieff quitte la Guadeloupe et c'est ça le problème, le drame de la Soufrière 76, c'est qu'il quitte la Guadeloupe pour aller en Équateur le 13 juillet. Et il laisse le préfet tout seul, sans conseil. C'est lui le chef de service, Tazieff. C'est le patron de Feuillard, c'est le patron de tout le monde, Guadeloupe-Martinique, et c'est lui le chef de service, il s'en va. Et il laisse comme expert pour le remplacer le professeur Brousse. C'est lui qui a nommé Brousse pour le remplacer. Et c'est le détonateur de la polémique qui va démarrer fin septembre. Fin août et début septembre 76, parce que la polémique n'a pas eu lieu du tout ni en juillet ni en août. C'est vraiment en septembre, vous allez voir pourquoi rapidement. 8 août, colonel Allègre est nommé directeur de l'IPG. Avant, c'était M. Georges Aubert, le directeur. Donc c'est lui qui a géré la crise. Et Allègre est nommé le 8 août, et il prend ses fonctions, son service, le 1er septembre. Tazieff revient d'Équateur, mais il envoie un téléx dans lequel il déclare qu'il approuve la décision d'évacuation, sans toutefois partager les conclusions de ses collègues sur l'imminence de la crise cataclysmale. Il n'a peut-être pas tort, mais il approuve la décision d'évacuation. Il faut pas, vous voyez, j'essaie de remettre les choses au point, parce que dans l'idée des gens, Tazieff était contact, tout ça, mais c'est pas vrai. Alors, 26 août, etc. Bon, 29 août, il revient, etc. Toute une histoire, il y a enfin, tout un problème. Il discute avec Aubert, qui est un ancien directeur de l'INSU. Il parle de flair. Tazieff dit que son flair suggérait qu'il ne se passerait rien. On fait de la science, hein. On a 70 000 personnes à protéger. Hein. Mais... Ah oui, c'est Akitaroun Tazieff, j'ai oublié de le dire, c'était le directeur des observatoires volcanologiques au niveau parisien. C'était le responsable des observatoires de Guadeloupe et de Martinique à l'époque. Et s'il était encore vivant aujourd'hui, s'il avait eu ce poste-là, il aurait été aussi responsable de La Réunion qui est venue après et de Mayotte qui est en train de s'installer maintenant. Voilà, et aussi de, comment ça s'appelle, des Comores. Voilà. Donc, Tazieff, c'était notre patron à nous tous. Hein. En plus, bon, c'était un copain, c'était quelqu'un qui était vraiment très jovial et très intéressant. Mais il ne faut pas lui laisser toute l'aura qu'on lui donne ici localement, parce que les problèmes sont liés à ces histoires de gestion de crise. Lui étant patron, lui étant responsable, il s'en va, il ne reste pas à servir de conseiller au préfet. Et le préfet, il nomme quelqu'un, Robert Brousse, qu'on a critiqué nous après, Robert Brousse, professeur Brousse, on va parler de M. Frousse, etc., ainsi de suite, mais c'est lui qui l'a nommé. Bon, et puis Tomlin aussi arrive depuis... Tomlin, c'est un collègue de Trinidad, c'est un Anglais qui habitait à Trinidad et maintenant décédé, qui était le directeur de des seismiques christiansonites de Trinidad à l'époque. Voilà, bon... etc. Bon, je vous laisse tout ça. Alors, le problème, c'est qu'on craignait en 76 qu'il y ait une nuée ardente, alors que Tazieff disait qu'il ne peut pas y avoir de nuée ardente, mais c'est parfaitement faux. La montagne Pelée, le 8 mai 1902, a fait une nuée ardente sur la ville de Saint-Pierre, et qui vous a fait 29 000 morts. Attention, c'est 29 000 morts en moins de 2 minutes. C'est 2 minutes, hein, le temps. La nuée ardente, quand ça défale sur vous, c'est 800 degrés. Ce machin qui est là, en photo à gauche, là, c'est 800 degrés. Et ça dévale à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure sur vous. Donc si vous êtes là, vous êtes mort, vous n'avez pas le temps de partir. D'accord? Donc c'est ça une nuée ardente, etc. Donc vous avez ici, sur l'image, tout en haut, en dessous du cul de Martinique, vous voyez le piton à la montagne Pelée, et vous voyez le centre-ville de Saint-Pierre en bas. Il y a 12 km d'écart entre la montagne Pelée et le centre-ville de Saint-Pierre. Il n'y a eu que 2 survivants, 29 000 morts. Il y a 12 km de distance. La nuée ardente est partie de là-haut à 800 degrés. Elle est arrivée sur la ville à 400 degrés encore, puisque ça refroidit sur le trajet, et à 350 km à l'heure. Donc si vous êtes là, vous commencez peut-être le N de notre père, mais vous ne finissez pas le E du notre père, de notre père. Vous voyez, vous n'avez pas le temps, donc il faut évacuer avant, ça c'est obligatoire. Exemple Montserrat, j'ai géré Montserrat aussi avec d'autres collègues. Vous avez ici Montserrat, la ville de Plymouth. Rien à voir avec les morts, hein, là. Ne vous occupez pas des morts. 97, Plymouth, là, vous avez l'église catholique de Plymouth, que je connaissais bien cette ville avant parce qu'on a du matériel.
et qui a vu venir la crise d'ailleurs. Et vous avez la destruction de Plymouth qui avait commencé déjà en 97. Vous voyez l'église catholique de Plymouth et vous voyez la même église ici en 2005. Vous voyez le clocher là, le clocher et les tours de l'église. Mais vous regardez le même clocher et les tours de l'église. Vous voyez la différence entre plusieurs, enfin, 90, 70, 97, 2005. Ça fait 7 ans après. Vous voyez qu'il s'est passé des choses entre-temps. Donc ça, c'est la ville de Plymouth maintenant. Il n'y a plus personne, 6 000 habitants à l'époque, ça n'existe plus. Voilà. Et au fond, dans le fond, c'est le volcan. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous pend au nez. Vous regardez ici l'image de gauche, c'est Montserrat. Plymouth à gauche, la ville de Plymouth, le volcan. Et vous avez ici l'image de droite, qui est la Soufrière de Guadeloupe, la rue qui monte là, à Basse-Terre. Bon, la rue du Sable, ça s'appelle maintenant Maurice-Marie-Claire. Vous avez, on prend la photo depuis le boulevard maritime, sur le pont du boulevard maritime, au-dessus du Crédit Agricole, actuellement, de Basse-Terre, et vous avez la Soufrière au-dessus. Donc, à gauche, vous avez 3 km de distance avec Plymouth, à droite, vous avez à peu près 12 km de distance à vol d'oiseau avec Basse-Terre. Donc, c'est pour les similitudes. Hein. Tous les 640 ans, on a une ébullition magmatique grave. La dernière de la Soufrière, la Soufrière de Guadeloupe, ici, là, à droite, c'est 1530. Et la Soufrière est née, elle est sortie de terre en 1530. Quand Christophe Colomb est arrivé en Guadeloupe le 4 novembre 1493, le volcan de la Soufrière n'existait pas. Il est arrivé bien après. Et donc Christophe Colomb n'a pas pu voir les chutes du Carbet, puisque les sources du Carbet, c'est la Soufrière, et les chutes du Carbet coulent dessus. Par exemple. Donc vous voyez que c'est des choses très récentes. Donc tous les 600, 700 ans, on a une éruption magmatique. Nous sommes dans le futur, prochainement, on aura un problème à la Soufrière. C'est évident. Même si ça n'est pas encore d'actualité. Ça prévient plusieurs années avant. Mais ce n'est pas d'actualité, mais un jour ou l'autre, ça va devenir d'actualité, malheureusement. Voilà. Et ça, c'est Saint-Vincent. Ça, c'est le dôme de Saint-Vincent qui est sorti en 1979. 1979, c'est à 800 degrés, ça. C'est de la lave. Et c'est de la pâte à modeler. Et ça a explosé en avril 2021. Là, maintenant, j'ai un grand trou. Là, tout ça, c'est parti dans l'espace, dans l'atmosphère. Et c'était la crise de Saint-Vincent. Et la crise de Saint-Vincent était gérée encore mieux que celle de Montserrat par les anglophones, mes collègues et amis. L'évacuation s'est faite 24 heures avant. Mais ça s'est gonflé. Parce que 24 heures avant, pour pouvoir évacuer, bon, Saint-Vincent, c'est pas aussi grand que Basse-Terre, enfin, c'est à peu près équivalent en population. Et pour pouvoir évacuer 24 heures avant un volcan, avant une éruption grave, il faut avoir confiance. Il vaut mieux évacuer une semaine avant pour être tranquille. Mais là, ils ont évacué 24 heures avant et le lendemain, ça a explosé. Bon, l'inconvénient d'évacuer une semaine avant, c'est que le volcan, entre-temps, peut se calmer. Et vous vous retrouvez avec une évacuation inutile. Mais c'est le risque à prendre. On ne peut pas faire autrement. Donc voilà, des gestions de crise avec pas de polémique, Montserrat, pas de polémique, Saint-Vincent, pas de polémique, jusqu'à aujourd'hui. Et puis une petite anecdote quand même qu'on oublie, c'est que le massif de la Soufrière, et notamment le volcan de la Soufrière, parce que le massif c'est tout l'ensemble de la région, du sud Basse-Terre, sauf les monts Caraïbes, donc Vieux-Fort-Gourbert, et le volcan c'est le petit dôme qui est au-dessus de Saint-Claude. Ce massif-là, c'est lui qui donne l'eau à la Guadeloupe. Mais l'eau cadeau, c'est le massif de la Soufrière. La grande rivière à Goyave, qui a le pont de la Boucan, là, qui était barré ce matin, à Sainte-Rose, l'eau vient du massif de la Soufrière. D'accord ? Donc, regardez bien les cartes de la Guadeloupe, regardez d'où viennent nos fleuves, nos rivières. Nous avons des fleuves qui vont à la mer. Toute manifestation éruptive dans ces zones-là va faire qu'il n'y aura plus d'eau douce en Guadeloupe. Potable, en tout cas. Donc, il faut faire attention à ça. La crise de la Soufrière, c'est pas neutre. Ça ne concerne pas que le sud Basse-Terre. Ça concerne l'ensemble de la Guadeloupe, dans la mesure où il faut accueillir les populations, déjà. Et deuxièmement, c'est l'alimentation en eau qui va poser problème. D'accord ? Ensuite, alors on arrive au cyclone, là. Par rapport à ce que la polémique que le préfet a voulu un peu lever avec moi à l'époque, j'ai fait un petit papier. Vous avez ici l'appellation officielle de l'Organisation mondiale de la météorologie internationale, l'OMM, l'appellation officielle de nos phénomènes pour la zone Atlantique et Caraïbes. Parce que dans l'océan Indien, c'est d'autres noms, et dans le Pacifique, c'est encore d'autres noms. Notre nom générique, c'est cyclone tropical. Attention, un cyclone tropical, ça n'est pas un cyclone. Un cyclone tropical, c'est un phénomène tropical qui a de l'énergie, c'est un phénomène à cœur chaud. Un cyclone tout court, c'est un phénomène de mauvais temps sur la planète. Il y a anticyclone, phénomène de beau temps, zone de beau temps, et cyclone ou dépression, zone de mauvais temps. Mais quand c'est tropical, c'est différent.
Le phénomène est à cœur chaud, l'énergie est beaucoup plus puissante, et vous avez des cyclones tropicaux qui sont décomposés en dépression tropicale, tempête tropicale et ouragan. Donc une dépression tropicale, ça n'est pas une dépression. Faites attention au vocabulaire, utilisé même par Météo France, des fois qui laisse flotter des doutes. Et alors les médias, enfin les journalistes n'en parlons pas, je suis désolé messieurs, mais les journalistes n'en parlons pas. Il y a toujours des confusions entre tempête et tempête tropicale, à tel point qu'on dit ouais mais il y a des tempêtes en France, des tempêtes tropicales en France. C'est pas vrai. Il y a des tempêtes tropicales ici, il y a des tempêtes en France, il n'y a pas de tempête tropicale en France. C'est impossible, etc. Donc voilà, l'appellation c'est ça se décompose en 3 parties. Et une tempête tropicale, c'est juste avant l'ouragan, la dépression tropicale, c'est juste avant la tempête tropicale, etc. Alors ce qui s'est passé pour Fiona, c'est que c'est suite à diverses choses qui existent depuis un certain temps, créées soit par Météo France, soit par le gouvernement, je ne sais pas d'où ça vient, mais on a inventé, à partir de ce truc officiel qui est géré par les NHC à Miami et dans la Caraïbe, avec les voisins et tout, on a inventé une sous-catégorie de ça, Météo France ou enfin en Guadeloupe et en Martinique. Ils ont inventé tempête tropicale faible et tempête tropicale forte. Ils ont mis une frontière avec 95 km/h de vent soutenu pendant 1 minute, des vents moyens. Vous voyez, la dépression tropicale, c'est des vents inférieurs à 60 km/h. La tempête tropicale, c'est entre 60 et 120 km/h, moyen, soutenu pendant 1 minute. C'est pas des rafales. Et ils ont inventé dans la tempête tropicale 2 catégories. Une frontière à 95 km/h. Et 95 km/h, ils appellent ça des ouragans, en fait. Ils appellent ça des cyclones ou des ouragans. Et c'est pas ça l'appellation. Le cyclone, c'est l'ensemble des choses. Et la tempête tropicale forte, c'est à partir de là qu'ils déclenchent les vigilances rouges. Cyclone. Or, les voisins, les Caribéens autour de nous, ils sont déjà en alerte déjà cyclonique. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour Fiona. On avait Sint-Maarten, partie hollandaise, Saint-Kitts, Nevis et tout ça qui est en alerte cyclone. Nous, on était en vigilance paramétrique. Les vigilances paramétriques, c'est ça. Vous avez 2 sortes de vigilance. Depuis 2006, vous allez retrouver ça sur mon petit fascicule que on vous a distribué. Depuis 2006, on avait déjà la vigilance de gauche. Les vigilances classiques, mer dangereuse, forte précipitation, orage, et en France, il y a pluie, neige, grêle et compagnie. OK ? Et puis, on a été géré comme ça. Et puis, on a dit, mais attends, il y a Guadeloupe-Martinique, parce que la Réunion, c'est pas pareil. Guadeloupe-Martinique, on a inventé le cyclone tropical. Et on a pris la partie de gauche, de droite, avec des vigilances dont les couleurs ne signifient aucunement du tout, n'ont pas du tout la même signification que la partie de gauche. Et personne n'a expliqué ça à personne, depuis 2006. On est passé de alerte 1, 2, 3, à l'époque de Marilyn, par exemple, à ces couleurs-là. Et on n'a rien expliqué à personne. Et maintenant, on a des vigilances météorologiques de 2 types, mais le grand public mélange. Et vous voyez donc ce qu'on appelle les vigilances paramétriques, un paramètre donné, qui est la pluie, qui est le vent, qui est l'orage, par rapport à un cyclone tropical. Et ça ne peut pas du tout dire la même chose. Et donc, ce qui fait que vous avez des histoires comme ça qui traînent sur WhatsApp, par exemple. Vous avez la Guadeloupe en orange, avec forte pluie et orage, vigilance orange, pour vent violent, en vigilance jaune, et pour vague submersion, en vigilance jaune. Mais on a un cyclone pour Fiona. Ça, c'est le truc qui est sorti pour Fiona à 17h40, le 15 septembre. Alors que les voisins d'à côté, et qui prennent le cyclone après nous, eux sont en alerte déjà en vigilance cyclonique. Nous, on est dans une vigilance paramétrique, puis vent submersion, mer, c'est-à-dire la partie de gauche, alors que les voisins sont déjà dans la partie de droite. Et c'est pas normal, c'est pas très logique, c'est pas homogène quelque part, alors qu'on n'est pas responsable de la météorologie caribéenne, c'est les Américains, c'est les NHC, etc. Donc j'ai fait une réaction sur les réseaux sociaux. J'ai mis ça, bon, je ne vais pas vous lire le texte, hein, mais je mets en cause le fait de créer une vigilance rouge à midi, pour faire sortir des enfants en plein midi, créer des embouteillages, plus le fait que les voisins, ils sont déjà en vigilance cyclonique, alors que nous, on est encore en vigilance paramétrique. C'est pas logique. Et ça déstabilise les gens, parce qu'en plus, c'est compliqué, ça, pour le moyen des communs des mortels, essayer de comprendre ce que ça veut dire, tout ça. Nous, on comprend. C'est un peu intellectuel, mais le grand public moyen, lui, ça devient compliqué. Ça devient quelque chose pour des gens qui ont fait l'ENA, presque. Et puis, il y a une autre chose avec laquelle je me bagarre depuis au moins 30 ans, c'est la vigilance violette. C'est très bien d'avoir la vigilance violette, mais dans la partie État, gouvernementale, la préfecture, c'est confinez-vous. Alors, je dis, mais confinement, ça permet aux gens de mettre du scotch, de fermer, de tout verrouiller chez lui, et en même temps de s'isoler de l'air extérieur. Mais c'est grave, parce que c'est ça qui a fait les dégâts de Irma à Saint-Martin. Plus on ferme une maison hermétiquement, plus on se met en danger. Surtout qu'on a des baies vitrées maintenant, alors qu'avant on avait des persiennes en bois, et donc la maison n'était pas étanche avant. Maintenant on a une maison qui devient étanche parce qu'on fait de la clim, on a des baies vitrées. Résultat, comme un cyclone qui passe à l'extérieur, c'est une dépression atmosphérique.
et que vous avez fermé votre maison avant l'arrivée de la dépression, votre maison est fermée à la température ambiante, à la pression ambiante de l'atmosphère, et vous avez un cyclone qui passe dehors, donc votre maison elle va gonfler, puisqu'il y a plus d'air dans la maison que dehors. Et l'élément le plus fragile va lâcher, la fenêtre, la porte ou la charpente qui s'envole. C'est pour ça que dans les cyclones, les maisons qui explosent, ça explose, ça va à l'extérieur. Et Hugo, on a vu ça. Moi, j'ai l'expérience de l'observatoire. On a un observatoire à la Pointe des Châteaux. J'ai l'expérience de ça à la Pointe des Châteaux. Et c'est les caveaux des cimetières. Moi, j'ai connu ça en 1956. C'est là que ça m'a titillé. Les caveaux du cimetière de Pointe-à-Pitre ont été ouverts par le cyclone Betsy en 1956. Les caveaux du cimetière de Marigot à Saint-Martin ont été ouverts, explosés par le cyclone Irma. Parce que c'est des éléments fermés qui sont à une pression ambiante et qui explosent parce que dehors, c'est comme un avion en l'air, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc je me bagarre pour cette expression-là. Il faut vous enfermer, il ne faut pas aller dehors, c'est évident. Mais il faut se protéger. Et on savait ça déjà d'avant. Alors, je passe là-dessus parce que j'ai plus le temps. Subir un cyclone, c'est savoir où il passe par rapport à l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans le nord de la trajectoire, vous aurez des vents forts d'est. Nord de la trajectoire, ça veut dire que le cyclone, par exemple, vous êtes en Guadeloupe, il passe sur la Dominique. Donc vous aurez des vents d'est, mais vous n'aurez jamais de vent d'ouest. Il y aura toujours des vents de nord et de sud. Il y a toujours des vents d'est, mais pas d'ouest. Et si vous êtes au sud de la trajectoire, c'est-à-dire le cyclone qui passe sur Antigua, bien sûr la Grande Terre, vous êtes au sud de la Basse Terre, vous aurez des vents forts d'ouest, et pas l'inverse. Et ça, il faut le savoir. Et mon grand-père, qui fut douanier à l'époque, il m'a expliqué ça déjà en 1956. Et j'ai des documents de Météo France, dactylographiés, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, en 1960, qui parlent de ça. Mais on ne le dit plus au public, je ne sais pas pourquoi, c'est tellement simple à gérer. Et surtout, regardez l'histoire, Saint John Perse, né en mai 1897, dans ses écrits, il reparle des écrits qui ont eu lieu en 1889-91, où on réunissait les domestiques pour la manœuvre des ouvertures dans les maisons de maître, hein, les grandes maisons coloniales, calfeutrer avec des matelas, des meubles, des étais, les ouvertures au vent, et si le vent tournait, s'empresser pour la manœuvre inverse, les portes et les fenêtres de l'autre côté restant ouvertes. Dans une maison, pour subir un cyclone, il faut qu'il y ait une fuite d'air à l'opposé de l'endroit d'où vient le vent. C'est pas pour que... Alors, ils disent que c'est pour éviter que la maison éclate si l'air s'y engouffrait, c'est pas vraiment ça, c'est un problème de pression. Donc, si vous avez un cyclone d'eau, le vent vient par là, eh bien, vous mettez une petite fente là, une petite persienne, vous ouvrez légèrement pour que la pression s'équilibre. Et si le vent tourne, vous faites l'inverse rapidement. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais on ne le dit jamais. Et ça aurait évité des tas de problèmes à Saint-Martin, par exemple.